Eh bien, bonjour à tous. Voilà, merci de votre présence. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'accessibilité, et particulièrement l'accessibilité numérique. Mais avant de commencer ma présentation, en fait, je vais rappeler le contexte dans lequel a lieu cette conférence, surtout pour ceux qui regardent sur YouTube. Alors, en ce moment, ils savent pourquoi, mais après, ils vont peut-être oublier le concept. Donc, ben voilà, cette conférence a lieu au Technopole de Metz dans le cadre du Joomla Day 2024, organisé par l'Association francophone des utilisateurs de Joomla, la FUGE, que je vous propose de soutenir quand vous voulez, soit par une participation, soit par une prise d'adhésion. Monsieur le Président qui est ici ne pourra être que d'accord. Et puis, on parle d'accessibilité. Eh ben, rendre accessible pardon, cet événement, c'est un gros travail de la part des organisateurs. Et donc, c'est pour ça que je voulais prendre une minute de mon temps de parole pour pouvoir les remercier chaleureusement. Cet événement ne peut pas se tenir non plus sans l'apport des sponsors, aussi généreux et rares soient-ils, que ce soit Planet Hoster qui accompagne la FUGE déjà depuis quelques années et pour les prochaines années, Agirix, une agence formidable que je vous conseille de fréquenter et dont j'ai la chance et l'honneur de diriger le bureau d'études. Et puis d'autres comme Brandbar, Joomla CK, Joom Shaper. Donc ben voilà, pareil, si vous êtes une agence, vous utilisez du Joomla, n'hésitez pas à venir sponsoriser, soutenir et participer aux prochains événements. Et puis, juste une petite parenthèse, et après on va vraiment parler du sujet. Il y a les invisibles, il y a ceux qui font du travail qu'on ne voit pas et dont on ne parle pas souvent, et pourtant qui permettent de rendre ces captations, par exemple, accessibles. Donc, par exemple, je veux parler de Yannick, hein, qui ne fait pas de bruit, qui pourtant a mouillé la chemise pour que vous puissiez voir cette conférence. Voilà, pour que vous puissiez le voir confortablement installé. Donc voilà, merci Yannick, parce que on voit quand même, je l'ai vu en amont, c'est ouais, c'est une semaine de travail, préparer les liens, les machins, les bidules, faire les réglages. Donc bah voilà, on connaissait Fort Command, Fort SEO, Fort nous tous. Hein, donc voilà, merci. Et puis maintenant, ben, on va arrêter tout ça parce que ben, quand même, normalement, la star, c'est moi. Hein. Bon, assez rigolé. On va donc parler d'un sujet qui nous intéresse et qui nous concerne tous, l'accessibilité numérique. C'est vraiment un enjeu pour tous. Euh, j'ai encore un petit remerciement à faire. En fait, vous voyez qu'en bas de page de mes présentations, il y a le logo de Lizio, le web engagé. Lizio est une société qui est à Castres, à côté de chez nous, puisque nous, on est basé à Bordeaux. Et, euh, et je voudrais remercier, puisqu'on est en ligne, Cyril Lelorin, qui est la directrice commerciale de la société Lizio, qui fait un travail formidable auprès d'acteurs, alors que ce soit des acteurs d'État, des collectivités territoriales, des entreprises, pour justement essayer d'avoir non seulement des sites accessibles, mais aussi en fait des sites qui soient, on va dire, éco-responsables. Ils sont très, très, très engagés au niveau de solutions d'accompagnement et de recherche. J'en reparlerai en fin de présentation puisqu'on vous réserve une petite surprise. Si je vous dis que 15% de la population mondiale vit avec un handicap, ça peut vous paraître un petit peu anodin. On parle d'1 milliard de personnes quand même. Donc, on n'est pas sur des petits chiffres et ce n'est pas quelque chose qu'il va falloir prendre à la légère. Donc, prendre en charge l'accessibilité dans vos sites Internet, en fait, c'est s'occuper directement de ces personnes-là. Donc, ce n'est pas une question seulement une question de conformité légale. C'est aussi un véritable levier. On en a parlé au travers d'autres conférences pendant ce Joomla Day, bah, pour améliorer l'expérience de tous les utilisateurs. Voilà, c'est vous ouvrir de nouveaux marchés ou conforter certains marchés. Pour pouvoir prendre conscience de tout ça, bon, on va commencer avec un petit quiz. Hein, on va rester dans le modèle léger. Donc, on va faire un quiz numérique. Et donc, en France, selon vous,
puisque j'ai quelques personnes en face de moi. Pour ceux qui sont sur YouTube, ça va être plus compliqué. Mais quelle est la part de personnes rentrant au moins un frein matériel dans l'usage des outils numériques? Donc, je vous propose 10%, 21%, 72%, 35%. Peut-être on va faire un petit à main levée. Qui est pour 10%? Il n'y en a pas. 21%? Ah, j'en ai 4, 5. 72%? J'en ai un là. Et 35%? Ah, vous êtes plus sur les 35%. Eh bien, c'était 21. 21% en fait des Français qui déclarent rencontrer au moins un frein matériel. Alors c'est soit le matériel qui est trop ancien, soit pas d'équipement du tout, soit des problèmes de connexion, parce que c'est vrai que beaucoup d'entre nous, on vit en ville avec la fibre optique, mais bon, il y a les déserts médicaux, mais il y a aussi les déserts numériques, même si en France, on a plutôt comment dire, des choix politiques qui vont aider à diminuer et à minorer ces déserts numériques, mais ça existe encore. Donc voilà. Et puis notre expert SEO nous confortera en disant que pour Google, hein, c'est tout, tout de suite, n'importe où. Hein. C'est pas loin de ça, voilà, ce qu'ils veulent. Donc, optimisons. Aujourd'hui, à votre avis, combien d'équipements numériques, tablettes, smartphones, ordinateurs possède un Français en moyenne? 2 équipements. J'en ai un là, 2. 8 équipements. Ah, un petit peu plus. Et 15 équipements. J'en ai un. Il va être très heureux, hein. Puisque en moyenne, en fait, c'est bien 15 équipements et qui est un chiffre supérieur à la moyenne mondiale, mais on compte tout. Donc voilà, les PC, les tablettes, les smartphones, les box, les consoles, et j'ai même pas parlé des objets connectés, des EOT, où on va venir encore rajouter. Allez, j'ai bientôt fini. Combien d'individus sont touchés par l'électronisme en France? 3 millions, 6 millions, 11 millions, 14 millions. Alors, 3 millions. Il n'y en a pas. 6 millions. 6 millions, j'en ai 4. 11 millions. Ah, un petit peu plus. Et 14 millions. J'en ai 3. Tadam, roulement de tambour. Et ben voilà, c'est 14 millions de personnes selon l'INSEE. Ça fait 17% de la population mondiale. Française. Ah, il y en a 3 qui suivent, hein. Allez, c'est le dernier. Le pourcentage des populations atteintes de troubles 10 ou D10. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, les troubles 10, ce sont des troubles spécifiques durables. Euh, alors, vous allez pouvoir épater vos amis au Scrabble parce que je vais vous donner les noms, en fait, de ce à quoi ça correspond. En fait, c'est des dysfonctionnements plus ou moins sévères des fonctions cognitives du cerveau relatives au langage, à l'écriture, au calcul, au geste, à l'attention. On parle de dyslexie, dysprasie, dysphasie, ainsi que certaines manifestations induites comme la dyscalculie, la dysgraphie et la dystorthographie. Voilà. Et puis, alors, les troubles de l'attention font aussi partie de cet ensemble, mais même sur un mot compte triple, ça rapporte beaucoup moins que les autres quand même, hein. Donc, le pourcentage de la population atteinte, 2%, non, 4%, ah, une personne, 6 à 8%, un peu plus, et 50%, et il y en a beaucoup. Bon, c'est 6 à 8%, et c'est déjà beaucoup. 50%, ça faisait vraiment, hein. Ouais, 50%. C'était pas une question individuelle, hein, je parle bien de. Donc ça fait quand même 7 millions de personnes. Et la dernière question, en fait, c'est, d'après vous, en France, depuis quand l'accessibilité numérique est obligatoire? 1991, 2005, par exemple, dans les appels d'offres pour les collectivités territoriales, voilà, l'accessibilité numérique est obligatoire depuis 91, pas de volontaire. 2005, il y en a 2, 3. 2012, 6. Et 2019, 3. Il y en a qui n'ont pas voté, hein. Et ben voilà, l'article 47, c'est 2005, la loi handicap de février 2005. Ce que je cherchais en fait à vous montrer avec ce quiz, c'est l'importance de l'enjeu. On n'est pas sur une partie, on est sur une minorité, mais on est sur une minorité qui est importante. On le verra après dans la suite de la présentation.
voyez, même 6 à 8% de la population, c'est beaucoup. Et en fait, on va rajouter des formes de handicap invisibles qui vont venir encore augmenter cette population. Vous allez voir que les chiffres, ils sont vraiment très, très importants. Donc, quels sont les différents types de difficultés numériques? Euh, En fait, on va commencer par essayer de comprendre les différents types de difficultés que peuvent rencontrer vos utilisateurs dans les sites que vous créez ou dans les applications si, comme nous, vous êtes des développeurs. D'abord, les difficultés liées à l'expérience et aux compétences. On sait qu'on a 20% de la population qui est en fait composée de seniors ou de jeunes défavorisés ou de personnes qui sont en situation de précarité. On parlait des déserts numériques, donc les zones rurales en fait, qui n'ont pas en fait des compétences numériques solides. Donc, pour résoudre ces clés-là, bah, en fait, il faut absolument qu'on puisse concevoir des interfaces qui soient intuitives, des guides clairs, voilà, des alternatives qui soient non numériques aussi. C'est-à-dire que, on le verra quand on va parler après de l'illettrisme, avoir comment dire, une lecture audio de la page. On parlait de podcast dans la conférence précédente, peut-être une des solutions qui permettent en fait d'accéder à un contenu pertinent. Ensuite, on a les handicaps visuels. Je vous montrerai tout à l'heure en fait une simulation de ce que peuvent voir des gens qui sont dyslexiques ou en tout cas qui sont sujets à l'épilepsie. On parle d'épilepsie photosensible, c'est 5% de la population. Je vois le daltonisme, c'est 6% de la population. La presbytie, c'est 40% de la population de plus de 45 ans. Donc, ce sont des facteurs en fait qui viennent se rajouter. Donc, ça rend difficile l'accès aux couleurs, aux légendes, aux choses qui vont être plus petites. Voilà, tout ce qui est petit texte, faible contraste. Il y a des sites qui vous permettent d'aller tester en fait votre ratio de contraste en fait dans votre charte graphique. Et il y a des ajustements qui peuvent être faits justement pour augmenter ce taux de contraste et donc rendre plus visible et plus lisible vos contenus. Des polices ajustables aussi. On pourrait imaginer que sur un site internet, le visiteur il puisse choisir sa police parce qu'elle va être plus confortable à lire ou pas. N'oublions pas aussi les lecteurs d'écran, c'est-à-dire tout ce qui existe comme solution logicielle qui permet à des non-voyants ou des malvoyants de pouvoir en fait lire une page internet. Voilà, donc on va parler aussi des images. Voilà, une image doit placer un contexte ou ne doit pas être comprise comme un élément sans information par ce type de logiciel. Donc voilà, une interface bien conçue, et il faut bien se le mettre dans la tête. Ça améliore l'inclusion et l'expérience utilisateur pour tout le monde. Ensuite, on a les troubles cognitifs. Donc, on disait, hein, la dyslexie, c'est 10% de la population. Troubles de la mémoire, concentration. Donc, pour la dyslexie, par exemple, il y a une police d'écriture qui s'appelle Open Dyslexie qui existe et qui permet en fait de pouvoir avoir une lecture adaptée pour les gens qui sont sujets à la dyslexie. On revient pour ces troubles cognitifs, c'est pareil. Euh, L'ergonomie, la navigation à l'intérieur du site est un élément important. Donc, des pictogrammes, vous voyez, à la place d'avoir des menus, des sous-menus, une navigation par pictogramme, rien ne vous empêche d'avoir un pictogramme plus le texte. Les deux sont compatibles, mais en tout cas, quelque chose qui puisse être facile à comprendre et à utiliser. Euh, un, un des, un des défis numériques aussi est de pouvoir en fait travailler sur des maladies comme Parkinson ou des gens qui sont sujets à de l'arthrose ou des paralysies partielles. On parle aujourd'hui de silver economy, donc avec le vieillissement de la population, on aura l'occasion d'en reparler, mais quelquefois les liens sont difficiles à attraper, à cliquer, donc voilà, les choses qui bougent, qui sont trop petites, en fait, bon, ben voilà, il faut y penser. Dans nos solutions de correction
par rapport à ces maladies. Ben voilà, quelqu'un qui est malade, une maladie de Parkinson doit avoir en fait des boutons plus gros, des liens plus faciles à cliquer, des zones de clic plus larges, voilà, pour faire simple. J'essaye de parler vite parce que bon, il y a quand même beaucoup de choses à dire, et puis 13h45. Euh, les difficultés liées à l'âge, bah, j'entendais une question là ce matin justement sur la longueur des textes et les choses comme ça. On parle de silver economy. Aujourd'hui, on a 20% de la population qui a plus de 65 ans. Donc 20% de la population aujourd'hui. Mais en 2030, c'est une personne sur six qui aura plus de 60 ans. Ça veut dire que aujourd'hui, au niveau de la population mondiale, on est à peu près à 1 milliard de personnes qui a plus de 60 ans. On sera à 1,4 milliard en 2030. Donc on est sur un phénomène vraiment important. Et donc, c'est un vrai enjeu technologique par rapport à la silver economy. On doit penser nos interfaces. Alors, bon, évidemment, si vous faites, si votre buyer persona est les 15-25 ans, on oublie tout ce que je suis en train de dire. Mais par contre, si vous avez un site grand public, il faut absolument prendre ça. Voilà. Donc, bah ouais, les problèmes visuels de presbytie, sensibilité réduite au contraste, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais d'ailleurs, j'en profite. Pour ceux qui sont venus et qui ont la chance d'avoir ce magazine, les liens, ils seront dans la description de la vidéo, mais je rentre dans le détail, en fait, des solutions, des problématiques et des solutions qu'on peut apporter, en fait, plus que là, avec les quelques slides qu'on a préparés. Mais on revient quand même souvent aux mêmes solutions, hein. Des interfaces plus intuitives, des boutons qui soient plus gros ou qui puissent le devenir, une navigation qui soit vraiment, on est sur de l'intuitif. Par exemple, sur les formulaires, les formulaires pour les personnes de plus de 60-65 ans, ça peut être un vrai problème d'aller dans le champ, de remplir le champ, d'avoir voilà, une navigation par clavier ou quelque chose qui puisse. On peut le faire. Il y a des composants, je ne cite pas de nom, mais il y a des composants dans Joomla qui permettent d'utiliser la touche tabulation parce qu'il suffit d'ordonner les champs et on peut passer d'un champ à l'autre. Donc voilà, il y a un phénomène de patience qu'il faut aussi apprendre par rapport à ces tranches d'âge. Euh, on a des défis qui sont liés aussi à l'infrastructure et à la langue. Alors euh, la langue, c'est un vrai sujet. En France, je n'ai pas les chiffres au niveau mondial, mais en France, on a 7% de la population qui éprouve des vrais problèmes avec la langue, soit parce qu'en fait, ils ne la maîtrisent pas, des populations qui ont migré et donc qui ne parlent pas français, soit parce que on a de l'illettrisme qui vient de leur éducation quand ils étaient à l'école. Et donc, on a une part quand même importante des gens qui vont sur Internet, qui ont besoin d'Internet, mais qui ne comprennent pas les signes qu'il y a sur les pages Internet. Donc, on a voilà, les allophones, les aphasies, les choses comme ça. On a aussi des problèmes quand tu. C'est ce que j'appelle le syndrome du garagiste. En gros, voilà, on veut vous vendre la vidange et on va vous dire oui, mais là, c'est la bielle de 12 qui a coulé dans le machin de 14. Enfin, on comprend rien, quoi. Voilà. Ou le marchand d'ordinateur qui va vous parler de SDRAM alors que vous savez à peine ce qu'est le mulot. Donc, le, le- le- les sites sur lesquels vous avez des termes qui sont trop techniques, en fait, peuvent être aussi un frein à la lecture et à l'accès. Donc, remplacer peut-être ces parties-là avec des tutoriels vidéo, avec des supports qui seraient plus faciles d'accès et qui diminueraient en fait cette dépendance au texte. De toute façon, vous avez besoin des vidéos pour le SEO si vous avez tout compris ce qui s'est dit tout à l'heure. Hein. Donc, ben voilà, on y va. Hein. Euh, Maintenant qu'on a vu cette partie sur les défis, il est important de comprendre l'impact sur l'expérience utilisateur. Euh, Imaginez que vous arrivez sur un site internet, vous êtes tous des professionnels du numérique, mais imaginez, vous arrivez sur un site internet
Et vous ne comprenez pas, en fait. Vous êtes peut-être arrivé. Il y a des sites, on ne sait pas où ils veulent aller, on ne sait pas où il faut cliquer. Il y en a de partout, ça clignote. C'est un vrai bazar. Et ben en fait, cette situation-là arrive à des millions de personnes. Et pour des sites qui, pour nous, en tant que développeurs ou intégrateurs, c'est d'une logique implacable. C'est un peu comme quand vous faites un développement d'application et vous faites vous-même les tests. Bah oui, ça marche, évidemment, parce que c'est vous qui l'avez créé. Mais si vous la donnez après à votre client ou à un utilisateur final, et tout d'un coup, on va avoir des remontées de bugs qui vont être impressionnantes parce que bah, eux, ils ne savent pas où il faut cliquer. Donc, dans les interfaces, dans les templates, dans l'ergonomie, faites-la tester, en fait. Chez Agirix, on a l'habitude de dire ma grand-mère doit pouvoir l'utiliser, mais parce que c'est ça, en fait. Ou il y en a qui disent un enfant de 5 ans, enfin, peu importe l'éloignement qu'on a, hein, dans un sens ou dans l'autre. Mais ouais, ma grand-mère de 5 ans. Euh, mais voilà, l'accessibilité, c'est rendre un contenu plus fluide, plus intuitif. C'est la clé de la réussite. Il faut que n'importe quel utilisateur puisse naviguer sur le site de manière autonome, sans qu'on ait besoin de lui expliquer. Alors, t'es con, il y a un menu. Non, mais non. C'est un vrai bénéfice, c'est considérable en fait en termes comment dire, d'expérience utilisateur. Euh, L'autonomie, la navigation simplifiée, il y a un exemple qui est simple. On parle de taux de rebond quand vous faites vos statistiques en fait sur les sites internet. Euh, il y a à peu près 70% en fait des utilisateurs qui quittent un site internet justement parce qu'en fait c'est la frustration de la non-compréhension. En fait, ça va très vite. Vous arrivez sur un site internet, oh là, allez hop, je repars. Je vais en trouver un autre. Et le simple fait de travailler sur votre ergonomie ou sur la façon dont on perçoit la page pourrait déjà diminuer en fait ce taux de rebond. Et, et ça a une conséquence directe en fait sur votre branding, sur votre marque en fait. C'est-à-dire que un taux de rebond, c'est un taux d'abandon. Et donc, plus vous avez des gens qui quittent le site, et moins vous avez le message qui passe. L'exemple le plus parlant, c'est sur un site e-commerce. Plus il y a de gens qui quittent le site, et moins il y a de leads, moins il y a de ventes qui vont être faites. Donc, euh, ouais, pensez à ça, pensez à ça. Oui, Si vous avez des clients dont le marché, c'est les seniors, moi je travaille sur les seniors pour ma startup. On a fait des études marché et des études scientifiques avec une étude qui montre que les seniors n'ont pas un problème à comprendre des choses, mais par contre, c'est le niveau de frustration qui fait que ça les désempare et qu'ils arrêtent de faire sur votre cycle équivalent. Donc c'est super important la partie de frustration parce que c'est pas le fait qu'ils n'arrivent plus à faire les choses, c'est le fait que c'est la frustration qui les fait arrêter. ouais. Et on verra dans la partie suivante justement que l'accessibilité et l'inclusion en fait sont des facteurs importants pour l'entreprise. D'ailleurs, je vous renvoie une fois de plus sur le magazine. On a fait 2 pages en fait. Quels sont les bénéfices pour l'entreprise et les bénéfices pour l'utilisateur pour vraiment voir les deux points de vue de la nécessité de travailler sur cette partie-là. Ah ben, on est dessus, hein, les bénéfices d'un site accessible. J'aurais pas pu faire une meilleure transition. Euh, Investir dans l'accessibilité, c'est améliorer l'image de l'entreprise à tout niveau. Quand vous vous engagez à rendre des services accessibles, vous devenez un acteur responsable et éthique. Et du coup, il y a l'image qui est perçue par les visiteurs est bien mieux par rapport à la marque ou par rapport à votre entreprise. Donc, ensuite, le deuxième avantage, c'est vous allez élargir votre audience. C'est quand même dommage de se couper de 10% de la population juste parce que votre site n'est pas accessible. Donc, ben voilà. Alors, on n'a pas tous des sites e-commerce, on n'est pas tous en train de vendre des chaussures. Mais en tout cas, quand on a un site Internet, c'est qu'on a un objectif. Sinon, on n'aurait pas de site Internet. L'objectif peut être de vendre du contact ou de vendre un message ou de faire passer quelque chose. Et donc, pourquoi quelqu'un qui serait en situation de handicap n'aurait pas droit ou accès à ce message? Donc, si vous négligez les personnes handicapées, les seniors, ben, en fait,
vous perdez en fait une partie business que vous pourriez avoir sur votre site internet. Et puis, en travaillant aussi, alors j'ai pas abordé là dans les slides la partie RSE, mais qui est importante aussi, mais en travaillant sur cette inclusion et l'accessibilité, forcément vous allez améliorer votre site et forcément il va y avoir aussi des impacts RSE, c'est-à-dire les, les- la partie éco-responsable de votre site internet. Une navigation plus simple, des choses plus épurées, en fait, font que vous consommez moins de fait. Donc, il y a une partie non négligeable, en fait, sur cette partie-là. Hop, on continue. Les principes et les bonnes pratiques de l'accessibilité numérique. J'ai du mal à gérer le temps, et donc, si je galope trop, vous me le dites. Hein. 25 minutes, questions incluses? Ouais, voilà. Bon. Bon, si Emmanuel pose pas 12 questions, on devrait y arriver, mais... Non, 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 non. Euh, donc, les principes et les bonnes pratiques de l'accessibilité numérique. Alors, j'ai trouvé bien de remettre cette phrase de Tim Berners-Lee. L'accessibilité consiste à mettre le web et ses services à disposition de tous les individus, quel que soit leur matériel ou logiciel, leur infrastructure réseau, leur langue maternelle, leur culture, leur localisation géographique ou leur aptitude physique ou mentale. Il date pas d'hier, il date plutôt d'avant-hier, ce message, et pourtant on est en plein dans le sujet, quoi. C'est-à-dire que n'oublions pas pour qui nous faisons des sites internet. C'est vraiment, s'il y a un message à marteler aujourd'hui, c'est vraiment ça. 12 millions de personnes en situation de handicap en France. Je rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure. Euh, je crois que c'est toi qui parlais des handicaps invisibles, hein. Donc 80% des handicaps qui sont des handicaps invisibles. Il n'y a pas que, même si dans ma présentation, j'ai mis une personne en fauteuil roulant parce que c'est ce qui marque le plus, mais on n'est pas sur la majorité des handicaps. Et, euh, et le dernier chiffre, en fait, qui correspond en résumé à tout ce qu'on vient de dire entre les seniors, les malvoyants, et tout ce qu'on vient de voir, ben, on est à 50% de la population, en fait, qui a des difficultés de lecture sur les contenus web. D'ailleurs, j'ai essayé de faire des contrastes qui étaient élevés sur ma présentation, hein. Tant pis pour le côté rock'n'roll et graphiste, mais voilà, on fait sur fond noir. Le mode sombre, hein, le mode sombre est une des solutions pour les sites internet, parce que ça permet justement de pouvoir régler une partie des difficultés de lecture. Euh, alors, vous êtes tous webmasters, donc ben voilà, ça va vous parler. Les fondations du site accessible, ben d'abord, ce serait bien de rappeler les bases du WCAG, hein, les normes d'accessibilité, perceptibilité, utilisabilité, compréhensibilité et robustesse. Euh, j'ai essayé de donner en fait quelques exemples. Oh là là, perceptibilité, merci. C'est s'assurer que tout contenu est visible et lisible par tous les utilisateurs. Voilà, on parlait du contraste, un contraste suffisant entre le texte et l'arrière-plan. Utilisabilité, tous les utilisateurs doivent pouvoir naviguer facilement sur le site, même ceux qui n'utilisent pas les souris. Je parlais tout à l'heure hein, des raccourcis clavier, des touches, etc. C'est un vrai travail de fond à faire. Je sais que c'est pas du tout travaillé dans les templates et dans les... Mais il y a un vrai travail à faire sur cette partie-là. Bon, la compréhensibilité, ça, je pense que tout le monde l'aura compris. Bah, c'est le cas de le dire, hein. Donc, les informations, il faut qu'elles soient claires et prévisibles, à moins d'être dans, je ne sais pas, vous avez un site sur des revues techniques automobiles, et donc qui s'adresse à une population, un segment bien particulier où ils vont avoir besoin de la technique, mais voilà, ne faites pas comme notre cher président utiliser des mots qui en fait bah, le desservent parce que la grande majorité des gens ne comprennent pas le terme, quoi. Et, euh, et la robustesse, alors derrière la robustesse, en fait, c'est le site, il doit pouvoir être lu par une grande variété bah, d'appareils. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dire, oui, moi, mon site, il est fait pour les desktops ou mon site, il est fait que pour les smartphones. Il doit être lu par n'importe quel appareil, n'importe quel navigateur.
Voilà. Et puis penser aux technologies d'assistance. Ça fait beaucoup de trucs, hein. Ouais, je comprends. Euh, voilà, les bonnes pratiques, c'est toujours pareil, hein. Le WCAG qui est le big boss, hein. Donc, je le résume. Le site bien conçu et respectueux, du contenu facile à lire et à comprendre, et des solutions d'adaptation dynamique aux besoins spécifiques de chaque visiteur. On verra tout à l'heure la solution Lisio qui ont sorti le Web for All. On parlait de, c'était quoi, l'autre solution? Ouais. Userway, voilà. Il y a d'autres solutions en fait qui existent. Euh, je- Facility. oui, voilà. En fait, c'est pas le choix d'une ou d'autre et il faut prendre celle-ci. Bon, nous, on a un acteur qui est français, qui fait plutôt bien son boulot, mais surtout, ça va vous permettre de voir comment ça fonctionne et de vous mettre à la place de quelqu'un qui est dyslexique ou qui est daltonien et de voir en fait à quel point on est très très loin de la vérité par rapport à ces types de handicaps. Alors, pour conclure, j'ai peut-être été trop vite. Pour conclure, l'accessibilité, donc, c'est pas simplement une obligation légale. C'est vraiment une opportunité pour améliorer l'expérience utilisateur de vos visiteurs, pour renforcer l'image de marque, pour agrandir en fait votre zone de chalandise ou en tout cas diminuer le nombre de personnes qui sont déçues. Et donc, ben voilà, je pose la question en fait. Quelles seront vos prochaines actions pour rendre vos sites accessibles? J'espère que à minima, en fait, cette conférence ben, vous alertera sur le fait que, bon, peut-être qu'on peut essayer de faire quelque chose, peut-être qu'on peut essayer de mettre en place une ou deux choses qui vont permettre d'aller dans ce sens-là. Et si vous voulez, en fait, je vais vous proposer une première étape que vous pouvez faire en tant que concepteur, en tant que professionnel du web. Et je vais vous parler en fait d'Opquast, qui est une certification qui a été faite par Eli Sloim, c'est ça son nom? Eli Sloim, et qui est en fait une certification qui permet de brasser en fait. Alors, c'est pas que l'accessibilité, hein. Opquast, c'est référencement, sécurité, accessibilité, données personnelles, performance, éco-conception, e-commerce. On va vraiment dans beaucoup, beaucoup de sujets. Seulement, ça permet en fait d'avoir un socle et qui permet en fait de qualifier les professionnels du web par rapport à des compétences. Et ces compétences, en fait, elles sont classées en plusieurs grades. Donc, vous avez, donc c'est 140 questions, je crois, de la certification. En gros, vous avez 3 mois pour préparer la certification. Vous pouvez y aller 24 sur 24, 7 sur 7, hein, puisque c'est en ligne. Donc, vous pouvez faire autant de fois l'entraînement que vous voulez. Euh, et ensuite, bah, vous allez passer votre certification. Et suivant le nombre de résultats, de bonnes réponses que vous allez avoir, vous allez être gradué du novice jusqu'à l'expert. Alors, sachant que suivant le métier que vous allez faire, vous n'avez pas besoin d'être un expert. Un expert, c'est quelqu'un qui va faire des formations en bonne pratique du web. Euh, et, par contre, ce qui est bien, hop, ah, j'ai mis 2 fois. J'ai mis 2 fois le même slide. Bon, ben voilà. En pratique, je vous ai mis un extrait de ce que nous, on met quand on répond à des appels d'offres ou à des devis. Et donc, ça, c'est une présentation qu'on fait. C'est-à-dire, évidemment, on parle de la personne, on dit ce qu'elle fait dans l'entreprise, mais en même temps, on va donner, en fait, sa certification Opquast. Alors, on le voit de plus en plus d'ailleurs dans les appels d'offres, hein. C'est-à-dire que, par exemple, pour les collectivités territoriales, on nous parle d'Opquast. Donc, il nous faut qu'il y ait des gens qui soient certifiés. Donc, bah, voilà, nous, on y est depuis 2019 pour moi et 2021 pour ma fille. Et d'ailleurs, si vous aviez passé la certification Joomla, c'est bien de le mettre aussi, hein. C'est c'est assez apprécié. Et je vous mets aussi quelques liens pour aller plus loin, justement, dans l'accessibilité. Donc, je vous laisse consulter les, les sites, vous le ferez par vous-même. Sachez que quand on vous demande un niveau d'accessibilité, un client ou un futur client qui vous demande un niveau d'accessibilité, il y a toute une batterie de tests à faire, toute une batterie de corrections à faire.
mais qu'il faudra bien expliquer à votre client que même si vous livrez un site accessible, ce n'est pas un travail en one shot, c'est un travail à long terme, qu'il faudra refaire ses batteries de tests et recommencer et revenir recorriger. Ouais, c'est vraiment important. Donc voilà, je vous laisserai consulter ces liens-là. Et puis, pour renvoyer l'ascenseur en fait à Lisio qui nous a aidé, alors d'abord à comprendre en fait à quel point c'était important de parler d'accessibilité, et puis qui nous a aidé à accompagner aussi des clients. Donc, je voulais finir en fait en vous proposant en fait d'abord un lien vers leur site internet. Et puis, vous l'avez vu dans le magazine, on l'a mis aussi. Je mets les coordonnées de Cyrielle Le Lorrain, qui est la directrice du développement et chargée des relations avec les collectivités, les clients. Et il y a un code AGX 2024 qui vous permettra en fait d'avoir les 3 mois d'abonnement offerts et puis une réduction substantielle sur les frais d'installation. Donc ça vous permet à vous de pouvoir proposer à vos clients une solution d'accessibilité. Et puis, allons-y, quoi. Euh, hop. Ouais, voilà, petite question pour finir, hein. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Mais je l'avais déjà parlé tout à l'heure. Je pense que j'avais oublié de retirer cette slide. Et puis, avant de terminer, hein, je vais vous montrer, en fait, sur un site exemple, en quoi ça correspond, la solution. Donc, hop, si j'ai bien compris, quand je fais ça, voilà, on revoit mon ordinateur. Et là, voilà, on est sur le site d'une association qu'on accompagne, une association toulousaine. Ça fait une dizaine d'années. D'ailleurs, quelqu'un que j'avais rencontré au Joomla Day de Strasbourg, donc 2012 ou 2013, quelque chose comme ça. Et, euh, et c'est Stéphane Lagoutière. Et en fait, il a un site qui est dédié au handicap. Lui, c'est un journaliste. Et il fait vraiment un travail de fond incroyable en fait pour venir porter de l'information sur le handicap et sur comment aider les handicapés à travailler, puisqu'en fait, il y a une obligation légale des entreprises à avoir, je crois que c'est 6% de leur masse salariale handicapée. Et en fait, dans la presse, puisque lui, c'est un journaliste, on est très, 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 très loin de ce chiffre-là. Donc, pour lui, avec la société Lisio, on a mis en place ceci. Donc là, voilà, on est sur un article lisible pour tout le monde, on va dire, ou presque, puisque là, maintenant, voilà, ici, on a la partie Lisio. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelque chose qu'on ajoute au site internet, mais la personne qui est en situation de handicap va faire le réglage qu'une seule fois. Donc, si elle va sur un autre site internet qui a la solution Lisio, en fait, ces réglages seront conservés. La solution Visio, ça s'intègre dans cette Joomla, Oui, c'est un composant, en fait, c'est un plugin qu'on vient ajouter. Oui, oui. C'est un plugin qu'on vient installer, c'est Oui, ça? exactement. Ouais. D'accord. C'est un Mais plugin qui vient qui a des s'installer. liens avec Lisio ou... Bah, il vient appeler en fait le programme C'est Lisio ça, qui lui il vient après appeler, ouais, va en fait, travailler il fait en juste surtouche. C'est ça. Ouais. Ok. Hop. Alors, le truc le plus simple, c'est évidemment le mode sombre, mais ça, maintenant, les créateurs de templates le mettent de plus en plus, donc c'est très bien. C'est ça, en fait, je voulais vous montrer. Vous voyez, par exemple, ici, si je teste la dyslexie, vous voyez le site tel qu'on devrait le faire pour quelqu'un qui est atteint de dyslexie. Donc, il y a un vrai changement de police, hein. Je vous parlais de la fonte qui était spécifique à cette partie-là. Et vous voyez, si on est ici sur le daltonisme, on parlait des familles de daltonisme. Donc, voilà. Euh, alors, ça se voit. Bon, ce site est pas très visuel. Donc, comme il est écrit, ça se voit un petit peu sur le header. Mais en fait, surtout, ce qui est important, c'est que quand vous traitez le daltonisme, en fait, il faut traiter les 7 familles de daltonisme, et pas une seule.
Donc, vous voyez les petits ronds là qu'on a en bas, là, c'est ce qui correspond à ce qui est vu ou non vu. Voilà, donc là, donc s'il y en a dans la salle qui tout d'un coup voient le site internet, bon, bah, ils savent ils sont daltoniens. Et puis, bah, pareil, voilà, pour l'épilepsie photosensible, vous voyez, ici, on a un vrai changement de l'interface. Et quand je vais dans les liens, c'est pareil. Hop, je le désactive. Tout à l'heure, on parlait de la maladie de Parkinson et on parlait voilà, des gens qui ont de l'arthrose, de la sclérose en plaques, des trucs comme ça. Vous voyez la taille du curseur qui a changé. Je l'ai entendu ce matin, là, il y a quelqu'un qui était intervenu justement sur cette partie-là. Voilà. Euh, Vous irez voir France Handicap Info et vous pourrez tester les différentes sortes. Vous voyez ici, les gens qui sont victimes de difficultés de la concentration. En fait, on vient ajouter un bandeau qui laisse vraiment le cerveau se concentrer que sur la partie qu'on est en train de lire. Ça fonctionne avec un page builder. Avec n'importe quoi, en fait. Ouais, ouais, ça fonctionne avec n'importe quoi. Hop, je le remets normal. Hop, hop, et merci à tous. Ouais, je suis dans... Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Ah, Ah, non, non, c'est vrai. Alors, j'adore la présentation, comme tu le sais. Tu promus l'ISIO qui fait beaucoup plus que fait déjà Joomla, mais il y a déjà une certaine, on va dire, tranche de choses que Joomla hmm. peut faire. Ma question, c'est pour au moins démarrer euh, sans être obligé de passer à un truc payant, est-ce que c'est pas déjà euh, une première étape, on va dire, intelligente ou un premier pas de commencer avec la version, l'option qui est dans Joomla. Oui, activer, oui, justement. Mais ça fait pas tout ce que fait Elisio, pour être honnête. D'ailleurs, Il y a oui, plein on de le choses que tu voit. as fait, mais Donc, vous pas. voyez, sur le site Agirix, par exemple, moi, j'ai le plugin natif c'est juste un plugin à activer. Vous allez dans le Ouais. backend, vous activez le plugin et vous avez déjà accès à toute cette partie-là, quoi, hein. Il y a des Donc, choses qui ne sont pas qui ne sont pas là, que par exemple la partie daltonien, mais il y a pas mal de trucs ouais, déjà. ouais, il n'y a pas le daltonisme, il n'y a pas la dyslexie, il n'y a pas ces choses-là. Mais on peut saluer quand même le projet Joomla d'avoir mis ça en place. Et au moins, un clic de souris, vous pouvez déjà avoir cette partie-là. Ouais. C'est moi qui vais poser une question pour une fois. Ah. Euh, Souvent, Cassiopeia est défendu pour son accessibilité, surtout pour une chose, c'est les menus qui fonctionnent au clic et non pas au bandeau roulant. Mm. Est-ce que ça fait partie de l'accessibilité en tant que telle ou c'est juste une simplification? Ça fait partie de l'accessibilité, en fait. Oui, parce que il y a des gens qui ne sont pas capables, avec la souris, de pouvoir venir pointer sur un élément bien particulier. Et donc, en fait, eux, ils ont une navigation par clavier. Et si le site n'est pas prévu pour une navigation par clavier, eh ben, en fait, ils vont se retrouver n'importe où dans la page. L'exemple du formulaire que je donnais tout à l'heure, c'est un exemple parlant. Parce que je vais rentrer mon nom, j'appuie sur Tab, par exemple, je pense que je vais être au prénom, et en fait, je suis au code postal. Et dans des formulaires qui sont en multipage, c'est encore pire, parce que je peux me retrouver sur un autre onglet, et après, comment je fais pour revenir? Donc, non, non, c'est la navigation par clavier, en fait, c'est une très, Non, très bonne... au clic, au- au clic de souris. Ah bah alors, j'ai carrément pas compris la Quand, question. quand Bah, c'est l'inverse, donc. tu es sur un menu, tu es obligé de faire un clic et le menu reste ouvert Oui, pour pouvoir après choisir les sous-menus. Alors qu'il y a des sites, ou la plupart d'ailleurs, où tu vas naviguer sur le menu, c'est un mouse là, over, sans hein. cliquer, ça s'ouvre, Ouais, tu enlèves ta souris, ça se ferme. ouais. C'est là la différence. Ouais, alors L'accessibilité, c'est même pour les gens qui sont pas en situation de handicap, ces fameux menus JavaScript là, avec un survol de souris, si jamais il commence à y avoir un niveau de profondeur de 2 ou 3, c'est une vraie catastrophe, quoi. Oui, c'est vraiment très compliqué parce qu'il suffit qu'on se trompe d'un truc et puis ça y est, on a perdu le menu, on doit tout recommencer. Donc bon, déjà des menus à 3 niveaux, hein, bof.
Alors, en plus, avec cette techno, il n'y a pas d'intérêt. Alors moi, c'est pas une question, c'est moi je travaille pour l'administration et je voulais vous dire qu'également, si vous faites des sites pour les administrations, c'est pas que le front office qui doit être accessible, mais également le back office. Est-ce que ce que permet nativement Joomla de le faire, quoi, Joomla justement. 5. Joomla 5, oui, 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 Ouais. je parle de Joomla 5, bien Ouais, sûr. ouais, ouais. Et donc, si vous faites des sites pour les administrations, sachez que ouais, le back office, il doit être également accessible et grâce à Joomla 5, eh ben, c'est d'office, quoi. Ouais, Donc c'est c'est vrai. que du bonus. Ouais, c'est bien de le dire. Ouais, 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 c'est vrai. C'est le même plugin. Non, il n'y a pas de plugin à activer pour l'accessibilité en back-end. En fait, c'est d'office. D'accord. C'est en natif. Ouais. Pour ceux que ça intéresse, l'accessibilité, quand vous allez sur Mattermost, il y a 2 canaux différents pour justement les thématiques d'accessibilité ou quand vous avez trouvé un problème qui peut arriver, parce que bon, c'est pas tout parfait, hein, ben vous pouvez dire j'ai trouvé cette situation qui ne marche pas trop. Et il y a des gens qui sont vraiment très inculpés dans le projet Joomla, impliqués, pardon. Merci, impliqués, désolé, qui vont travailler pour corriger ces trucs-là. Ouais, alors je dirais en complément, parce que Mattermost, c'est joomla.org, et donc il faut parler anglais. Donc on parle d'accessibilité, il y a aussi des problèmes de langue. Donc vous avez un forum formidable qui est sur joomla.fr, hein, le forum.joomla.fr, sur lequel, bah, si vous parlez que le français, eh ben, au moins vous serez bien accueillis, puisque là-bas tout le monde parle français, hein. Donc voilà. Visio, c'est un abonnement un par site. C'est un par site, oui. Ouais, c'est par client en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est un par site. Et, alors, j'ai pas les tarifs, mais ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 29 par mois. Ouais, Et il y a aussi Facility. ouais, d'accord. Et ce qu'il faut, voilà, c'est éduquer en fait les clients sur ces importances d'accessibilité. Alors, évidemment, on en aura tous qui vont être complètement étanches à cette discussion-là. Mais quand même, voilà, nous, on a. Non, je ne donne pas de nom de site, mais on y travaille. Tu peux donner des noms de sites. Il y Non, a bah une non, parce que méthode, il j'allais y a dire une du méthode mal. aussi à connaître, c'est la méthode Falk, facile à lire et à comprendre. Oui, Ça, c'est intéressant à voir parce que on a beau écrire des choses et que ça soit accessible, si les gens derrière n'ont pas l'accès intellectuel, je vais dire, ou si nous, on n'a pas eu l'accès non plus intellectuel de bien expliquer les choses, les gens vont pas comprendre. Donc, il y a même une association qui gère tout ça. Donc, c'est Falk, facile à lire et à comprendre. C'est intéressant d'aller regarder. Et en m'intéressant à ça, je suis tombé sur une police qui a été créée par des universitaires, une police qui s'appelle Luciole, et qui est sympa comme police, mais qui est étudiée spécialement pour qu'elle soit bien lisible par le maximum de personnes. Voilà, c'est intéressant. Spécifiquement créé pour les personnes malvoyantes. Ouais. ouais. J'ai pas de micro. Moi, j'ai pas de micro. Et donc, dans le même genre d'information, il y a une autre police qui est faite exactement pour ça, qui est faite par un institut. Je ne sais pas quelle est leur localisation. C'est l'Institut Braille. Je pense que vous connaissez tous le nom. Ils ont une police qui est très jolie et très efficace qui s'appelle Atkinson Hyper Legible. Voilà. C'est celle que j'utilise sur mon site pour toute la doc, etc. Et c'est la forme des lettres fait, etc. Enfin comme les autres, hein, je suppose, mais voilà, c'est l'Institut Braille, donc c'est facile à trouver. Mm. Hyper legible. Alors, puisqu'on parle de police, je fais une petite parenthèse, hein, mais on va faire une parenthèse RSE. Par exemple, je le dis dans le magazine, moi je fais la promo du magazine, puisque de toute façon, ceux qui nous regardent sur YouTube, vous ne l'avez pas. Mais la totalité du magazine, comme la totalité de nos documents, a été fait avec la police Century Gothic, qui est une police qui permet d'économiser 25% d'encre à l'impression. Et voilà, c'est ce genre de petits gestes en fait qu'il faut mettre en place. Donc vous pouvez avoir une police sur vos documents, une police sur votre site internet. Essayons de gratter un petit peu partout, voilà, partout où c'est possible. Et optimiser vos polices aussi. Et optimiser les polices. Voilà. Que fait la police? D'autres questions?
Eh ben, merci à tous. Merci.